Bonjour, j'avais dû délaisser un petit peu les chroniques ces derniers temps, je vais tâcher de me rattraper à partir de maintenant. Et pour aujourd'hui, un petit roman qui s'intitule Conte de la plaine et des bois et que l'on doit à Jean-Claude Marguerite et qui est publié au Mouton électrique. On avait découvert un on très impersonnel, j'y reviens très vite, Jean-Claude Marguerite avec son premier roman, Le vaisseau ardent, colossal pavé publié en son temps chez De Noël, puis repris en folio SF. Le passage en poche ne le rendant pas moins intimidant pour ce qui est du volume, une belle brique comme on n'en voit que rarement. Le dit monstre littéraire avait reçu d'excellentes critiques, et comme de juste, j'en avais bien vite fait l'acquisition. Mais j'ai un problème avec les gros livres, je veux dire les vraiment gros. Si l'enthousiasme est de la partie, et avec l'espoir bien entretenu au fil des retours de lire quelque chose d'aussi bon qu'on le disait, j'ai pourtant tendance à en retarder la lecture, systématiquement ou presque. Le truc, c'est de m'y lancer, sans m'embarrasser de cette très bête question qui revient pourtant à chaque fois. Mais si je lis ça, ça veut dire que je ne lis rien d'autre pendant... Ouh, ah oui, quand même. C'est un réflexe idiot, mais c'est moi. Du coup, nombre de ces pavés, quelle qu'en soit la réputation, tentent à s'attarder dans ma pile à lire scientifiquement établie, mais un peu conne des fois quand même. Je fais passer ceci devant parce que c'est l'actualité, quelle bêtise. Je fais passer cela devant parce que c'est très court et que je le sens bien. Ah, et ça encore parce que, eh bien, il le faut. Et puis, au final, je ne lis pas le monstre. Il est là, toujours. Il me nargue ou me supplie, ça dépend du bouquin. Il y en a qui se contentent d'être là sans doute, ce qui n'est pas sans majesté, je suppose que c'est le cas de celui-ci. Donc ils me narguent, me supplient ou sont là, du haut de ma bibliothèque de chevet, et j'ignore bêtement ses provocations, bien sûr. C'est qui le maître, non mais... Et le temps passe, et les achats livresques intempestifs s'accumulent, et voilà, nous sommes presque en 2017, j'ai acheté le livre à sa sortie en 2010, et je ne l'ai toujours pas lu. Heureusement, Jean-Claude Marguerite a eu le bon goût de se rappeler à notre souvenir avec un nouveau livre autrement resserré, et c'est peu dire. 160 pages tout mouillées, encore qu'un peu tassées. Je vous laisse faire la bête opération mathématique, combien de contes de la plaine et des bois je peux mettre dans le vaisseau ardent. Bien sûr, elle n'a guère de sens, et c'est bien pour cela que je vous la soumets, Mais oui, c'est autrement court. Pas forcément sans rapport avec le vaisseau ardent, parce que j'en sais ou crois en savoir. Une histoire d'enfants et de mythes. Là encore, par ailleurs, un ouvrage qui détonne peut-être un tantinet au sein d'une collection dédiée à l'imaginaire. Disons du moins qu'ils sont tous deux forts de leur singularité, ce qui est toujours appréciable. À ce compte-là, à vrai dire, c'est peut-être les trois contes de la plaine et des bois qui détonnent le plus. La quatrième de couverture s'empresse de qualifier le roman de fantastique onirique, et le mot conte, après tout, est suffisamment connoté comme cela. Un roman au mouton électrique, c'est forcément de l'imaginaire, non? Mais j'en doute pourtant. Amateur exclusif d'imaginaire, vous pourrez longtemps guetter fantômes et elfes au long cours de ce conte, encore qu'il puisse s'y trouver, C'est simplement que ce n'est probablement pas essentiel au propos. Si, au regard de l'ambiance, on peut être tenté d'appuyer un peu artificiellement sur la dimension fantastique, il n'en reste pas moins que ce texte, à mon sens, relève bien plus probablement de ces interstices que j'apprécie souvent, à la lisière du genre et de cette chose improbable que l'on qualifie improbablement de littérature générale, à moins que ce ne soit tout simplement un livre de littérature générale. Notez bien qu'au fond cette classification n'a guère de sens, comme toute classification peut-être. Simple précaution que les lecteurs sachent vaguement dans quoi ils s'engagent. Si ces lecteurs sont du genre, disons, fanatiques auto-ghettoisés, mais après tout, y avait-il vraiment le moindre risque qu'un lecteur affligé de ce stigmate se lance bel et bien dans la lecture de ce conte de la plaine et des bois? C'est pas dit, mais on s'en fout, j'imagine. Disons que le conte n'en est pas tout à fait un, quoi. On acceptera peut-être plus facilement le qualificatif de fable. Conte il y a, pourtant, mais comme une œuvre dans l'œuvre. Le conte de la plaine et des bois, avant d'être ce bref roman, c'est toute la vie de ce vieux bonhomme dont on suit les pas au fil du récit. Un dessin animé, une série, destinée à un jeune public, 6 à 8 ans, disons. Pour les plus grands, c'est sans doute insupportablement naïf. Pas n'importe quelle série animée, cependant. Les contes de la plaine et des bois, mettant en scène l'écureuil Mr. Creakle et son copain le vieux crapaud Poc-Poc, sont un succès mondial, une référence colossale. Sur cette base, le vieux bonhomme a construit tout un empire, oui, le mot n'est pas trop fort. Rendez-vous compte, son grand œuvre est diffusée partout dans le monde, à toute heure du jour ou de la nuit. Il y a forcément quelque part, au fin fond du Gers comme à Nairobi en passant par l'Afghanistan et Seattle, Washington, des enfants qui se régalent des facéties de Mr. Creakle.
Forcément, on tend à chercher des inspirations, assimilations. On pense tout naturellement à Walt Disney, le modèle. Non, le studio rival sans doute. Le goût prononcé du vieux bonhomme pour la nature, cette plaine et ses bois où il sait déceler la beauté dans la moindre feuille, le moindre asillon, cela pourrait peut-être aussi le rapprocher d'un Hayao Miyazaki. Mais finalement, le vieux bonhomme n'est sans doute autre que lui-même, ce qui est bien suffisant. L'Empire et l'âge ont d'ailleurs pesé sur ses épaules. Aujourd'hui, il est bougon, intraitable quant au sort de son art qu'il ne laissera pas dénaturer par les jeunes commerciaux qui ont grimpé au fil des ans dans la hiérarchie de son entreprise, puisque c'est bien en définitive de cela qu'il s'agit. Avouant cependant qu'il est sans doute bien dépassé par ce monde qui semble s'être acharné à rajeunir sans cesse, quand lui-même perdait une à une toutes ses feuilles. La quatrième de couverture ne parle pas que de fantastique onirique. Elle avance aussi l'expression nature writing. Peut-être. Encore que dans un genre sans doute bien différent de ce que l'on entend souvent par là. Mon expérience est limitée, mais ce conte de la plaine et des bois n'est pas très Gallmeister, disons. Ceci étant, le rapport à la nature est là et bien là, essentiel. Et l'auteur fait preuve d'une belle maestria, celle de son personnage sans doute, pour décrire par le menu tout ce que la vie sauvage autour de lui a de fascinant et enthousiasmant. Cet écureuil qu'il avait croqué jadis, affolé peut-être à l'idée d'en être à sa dernière noisette. Mr. Creakle, lui, n'en manquera jamais, ou plutôt aura toute une cargaison de dernières noisettes. Ou bien cette feuille tombée à l'automne, et qui révèle tout un monde dans son feu toujours étonnant, l'annonce de la résurrection globale, au cœur de l'évocation de la mort individuelle. Ne lui manque qu'un crayon et un papier pour s'approprier la beauté sauvage, et peut-être y trouver matière à un nouveau conte de la planète des bois, qui saura encore et toujours enchanter son jeune public. Ils ont en commun des yeux pour voir, quand tant d'adultes ne sauraient y prétendre. Mais c'est un vieux bonhomme. Il ressasse, et tout en protestant jour après jour de sa vivacité, en engueulant les petits cons du studio, sans doute est-il conscient, sans forcément bien se l'avouer, de ce que la mort est proche. Il partira forcément, mais il laissera derrière lui quelque chose. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Quant à savoir ce que cela deviendra au juste, c'est là tout le problème. En vieux bonhomme, notre cinéaste se tourne tout naturellement vers son passé, son enfance même. C'est bien pour cela, après tout, qu'il s'est réinstallé dans ce château merveilleux de son enfance, trou perdu en forme de plaine, entouré de bois. Par un caprice de millionnaire, il en a fait son refuge, à lui seul destiné, allant même jusqu'à l'insonoriser de part en part. Son ami au ministère pourra sans doute trouver un autre itinéraire pour ces avions de chasse qui ont le mauvais goût de perturber la quiétude de son Xanadu rural. Ce passé, sans doute celui qui, à terme, a généré chez l'enfant aux yeux curieux de tout l'envie de dessiner et de transmettre sa curiosité à ceux-là seuls qui sont en mesure de la comprendre. Ses congénères d'abord, leur descendance ensuite. Lui-même se passera très bien d'avoir des enfants. Allons bon, il en a des millions après tout. Et aussi un souvenir obsédant, celui de Dick qui était son chien. L'animal qui l'accompagnait dans ses excursions sylvestres est mort il y a bien longtemps, lui, et dans des conditions passablement atroces. Sans doute ce traumatisme avait-il quelque chose de séminal. On pourrait même, cyniquement si ça se trouve, supposer qu'il y avait là une raison profonde à la tournure qu'ont pris les événements. Peut-être la mort du chien a-t-elle été nécessaire pour que naisse Mr. Creakle ? Après, bien sûr, il y a eu cette invention extraordinaire, la télévision. Et donc ces images qui ne le lâchent pas depuis, images qui peut-être se rappellent à son bon souvenir en noir et blanc, la forme d'alors, ce qui est toujours préférable aux teintes sépia d'une fausse autant qu'amère nostalgie. Pourtant les feuilles de l'automne sont si belles. Mais voilà, au petit matin, notre vieil homme entend aboyer à quelque distance. Et, plus de 60 ans après, il a la conviction de reconnaître cet aboiement si caractéristique. Mais oui, c'est Dick. Dick qui est mort, il y a si longtemps. Le cinéaste sort en pyjama. Il s'en va arpenter cette nature dont il a fait une forteresse, cette fois dans l'espoir absurde d'y retrouver son chien. Et c'est ainsi qu'il rencontrera Manu, un petit garçon, tel qu'il l'était il y a bien longtemps. Un petit garçon qui cherche son chien, lequel s'appelle Dick, mais oui. La rencontre est trop belle pour tourner à l'engueulade. Qu'importe si l'enfant a ainsi pénétré ses terres, c'est un enfant et en a bien le droit. Et qui oserait reprocher à un petit garçon de parcourir ainsi les bois en quête de son compagnon forcément fugueur ? Peu importe sans doute que le garçon mente de manière aussi édontée et aussi mal. Il fait l'école buissonnière ? Mais tant mieux. Et les voilà qui arpentent ensemble la nature sauvage. L'enfant s'est lancé dans une quête délicieusement enfantine. Il s'agit de permettre à son vieux chien de voir enfin la mer. Il y a une trotte cependant d'ici là.
Et le petit garçon, car parfaitement petit garçon, n'en a sans doute guère idée. Parti des barres de céréales en poche, qui seraient bien suffisantes sans doute, et l'eau, après tout, il suffit de la laper à même la rivière. Le trio avance, à moins qu'il ne se perde, et à supposer que cela soit si différent que ça. Le vieil homme a bien des choses à raconter, sans doute, à ses compagnons impromptus, le petit garçon lui rappelant ce qu'il était, tandis que ce Dick, à peine ressuscité, vivant tandis que nous sommes morts? Non, pardon, c'était gratuit ça. Ce Dick, donc, porte en lui la promesse, même pas forcément inquiétante, de la mort à venir, toujours un peu plus proche. La promenade se charge de sens. Elle est transmission, forcément, car c'est à cela que servent les vieux quand ils sont face aux petits garçons. Elle est quête initiatique aussi, pour l'enfant comme pour le vieil homme, qui, dans son discours aussi aléatoire qu'enthousiaste, accomplit sans doute ainsi ce que la réclusion dans sa forteresse, autant que sa mainmise sur son empire, ne pouvait accomplir, il se prépare à la mort, avec tout ce que pareille odyssée peut avoir de réconfortante sérénité. D'ici là, il se promène dans les bois et la plaine. Le vieil homme ne peut guère que constater que ses souvenirs lui ont menti. Non, les souvenirs ont forcément raison. Disons plutôt que c'est le monde qui a changé, et il est là pour ça, après tout. Tel arbre, point de repère de ses excursions enfantines, au point d'en acquérir à la stature d'un géant immortel, n'est plus au mieux qu'une relique desséchée. La rivière ici n'est pas franchissable comme il le croyait, ce barrage sans doute. Ce qui rend le terme de la balade plus incertain encore. C'est loin la mer, quand on est à pied, un vieux bonhomme, un chien qui ne l'est pas moins, et un enfant qui n'a sans doute pas bien conscience du monde dans lequel il vit, et c'est tant mieux. La transmission se fait. Les souvenirs, même amochés par la réalité, ont une valeur en tant que telle. La nature tout autant, si belle toujours, et ces facéties de la nostalgie. Cette maison, par exemple, est forcément hantée, et quel petit garçon ne brûlerait pas dès lors du désir d'y passer la nuit? C'est sans doute pour cela que les fantômes, comme les elfes d'ailleurs, n'ont pas forcément à se montrer. Ils sont là d'une manière autrement essentielle. Le trio de voyageurs, le temps d'une promenade indûment prolongée, s'échappe dans une nature idéale. Un monde naïf comme celui de Mr. Creakle? Pour les 6 à 8 ans? Peut-être. Même dans un monde globalement désenchanté, celui du lecteur à défaut d'être totalement celui des personnages. Aveu terrible, à l'idée de ce vieux bonhomme en pyjama accompagnant et coupé de tout un naïf petit garçon, je n'ai pu m'empêcher de projeter mentalement l'ombre d'un fait divers sordide, à base de vieux satyres et de victimes innocentes. En même temps, c'est peut-être là ce qui rend la balade aussi charmante. Elle s'accorde l'innocence. Après, c'est affaire de regard, ceux des 3 protagonistes, qui ont en définitive chacun leur idée sur ce qui se passe et le sens que l'on peut y accoler. D'où ces 3 fins, parallèles plutôt qu'alternatives, et qui, à tout prendre, sont peut-être la plus juste manière de passer le relais du vieux bonhomme ramené à l'enfance, à l'enfant qui, inéluctablement, grandira. Pour compter tout cela, il faut une certaine plume, sans doute, qui s'autorise des excès d'enthousiasme. Le style est travaillé, exubérant d'une certaine manière, convaincant le plus souvent, encore que j'ai parfois tendance à croire que l'auteur en fait un peu trop, surtout quand il s'agit de laisser la parole au vieux bonhomme, en fait. Et en même temps, s'il s'agit bien d'une fable, quoi de plus naturel pour un personnage s'assumant en tant que tel que de parler comme un personnage? Entendons par là pas tout à fait un vrai vieux, ou du moins pas un vieux lambda, si une chose pareille existe. C'est peu probable en fait. Sans doute y a-t-il derrière ce conte de la plaine et des bois quelque chose de l'idée finalement banale, mais si difficile à mettre en scène, voulant que tout le monde ait quelque chose à raconter. Le style parfois alambiqué ou contourné, oui, s'avère finalement sonner juste dans ce cadre, je suppose. Il y a cependant aussi la question du point de vue, et bien avant le coup des 3 fins. L'histoire, en effet, si elle se focalise sur le vieux bonhomme, alterne de manière assez étonnante, et que je suspectais d'abord un peu gratuite, entre la 3e personne, au tout début puis vers la fin, et la première personne entre les deux. J'avoue ne pas être bien certain de ce que je pense au juste du procédé, de sa pertinence. Globalement, j'ai sans doute préféré la relative, mais très relative, distance qu'autorise la 3e personne. Mais c'est peut-être faire fausse route. En effet, au final, j'ai la vague impression que cette 3e personne, paradoxalement ou pas, creuse, le mot n'est peut-être pas très bien choisi, creuse davantage le personnage, en s'écoulant au gré des pensées, récriminations et réminiscences du vieillard, autant de parenthèses et d'italiques qui émanent du bonhomme sans forcément qu'il en ait bien conscience. La première personne, dans ce cas, serait en fait l'apanage du personnage s'assumant comme tel, du rôle incarné délibérément, mais surtout sans malice. Le vieillard s'improvise grand-père,
délaissant pour un temps ces millions d'enfants hypothétiques pour transmettre à celui devant ses yeux qui s'est égaré sur ces terres un goût de la nature et de la vie dont il pouvait assurément craindre d'être depuis longtemps délesté. Dans ce cas, l'à propos du style ne fait plus guère de doute. Et si le conte de la planète des bois, qu'on le veuille ou non, la quatrième de couverture n'aide pas, peut tout d'abord sembler peiner à exister sous l'ombre écrasante des 18 années d'écriture du monumental vaisseau ardent, il n'en acquiert en définitive que davantage le poli d'une miniature conçue avec tendresse et attention, d'une petite chose, pourtant aussi soignée, et qui a bien le droit d'exister pour elle-même. C'est peut-être cependant la limite de ce petit ouvrage. On dit petit, et le terme a sa connotation. Absurdement, sans doute, on peut être tenté d'y voir une relative indifférence, quelque chose de superficiel. Peut-être le triste sort de ces choses qu'on qualifie de jolies, mais qu'on n'ose pas dire belles. Des critiques enthousiastes, entrevues çà et là, forcent un peu le trait. Bon, je ne suis pas le dernier à le faire, c'est vrai. On parle ici ou là de chefs-d'œuvre, de livres qui restera. Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Non, pas du tout en fait. Mais faites-moi mentir, hein. Finalement, ce joli, ce petit, je suppose qu'on peut les prendre pour ce qu'ils sont, et ne pas s'embarrasser des connotations si souvent fâcheuses qui les accompagnent. En l'état, nous avons une agréable balade, une promenade chargée d'émotions, mais pas au point d'en oublier tout naturel, jusque dans cette exubérance stylistique qui, sur le moment, me laissait un peu perplexe. Je ne sais pas si le livre restera, mais je crois savoir qu'il est chargé de quelque chose de pleinement signifiant, à la manière de ces souvenirs de tout un chacun, qui pourraient passer pour anodins au regard d'un monde qui bouge sans cesse et peut-être de plus en plus vite, mais qui, pour ceux qui les vivent, puis peut-être les cultivent, sont bien davantage porteurs d'émotions et de sens que tous les grands drames de l'histoire en marche. Alors, mission accomplie, je suppose.